Et vos sujets de recherche, je lis, actuels, abordent des questions philosophiques qui touchent à la théorie et à la pratique du design, donc en logique, esthétique et éthique, ainsi que des aspects pédagogiques qui relèvent de la formation à la recherche en design doctoral. On vous accueille ici dans le cadre en fait d'un contexte, celui qui est de la question du doctorat et du doctorat par la pratique, et le programme doctoral Sciences, Arts, Création et Recherche pose la question de qu'est-ce qu'une thèse de création, au sens large du terme, et notamment qu'est-ce qu'une thèse, une recherche par la pratique. Aujourd'hui, dans le cadre du programme doctoral Sciences, Arts, Création et Recherche, ce sont surtout des artistes, et il y a très très peu de designers, puisqu'en fait il y en a notamment un, Maxime, qui est ici, et Maxime que je remercie parce qu'en fait il est à l'initiative de cette séance. Et je pense que ça c'est un élément aussi important, c'est que les doctorants peuvent, en tous les cas je vous y encourage, proposer des interventions des intervenants et organiser aussi les séances. Ça fait partie du travail de doctorant. Et je pense que c'est assez important qu'on puisse avoir des propositions de ce type plus horizontales. Je te remercie Max pour avoir aussi réalisé la belle affiche que vous avez peut-être vue dans les couloirs de l'ENSA, que vous avez reçue par mail. Pour venir en fait à votre présentation, et vous allez le faire de manière plus précise que moi, ce qui nous intéresse nous de notre côté, en l'occurrence parmi beaucoup de questions, c'est notamment la question des concepts autour de recherche-création et recherche-projet. Et nous, c'est un sujet qui nous préoccupe. On n'est pas tous d'accord d'ailleurs, vous allez le voir, il y a des controverses qui peuvent être constructives et intéressantes. Il y a notamment aussi la question de la recherche en art et en design. Je vais prendre un exemple, on était il n'y a pas longtemps avec Samuel Bianchini, Emmanuel Queens aussi qui intervient dans un des programmes de recherche à l'UQAM, donc j'allais dire dans votre ville, où il y a eu un débat qui existe depuis très longtemps, est-ce qu'il fallait mettre un « et » entre recherche et création ou un tiret. Donc voilà, vous allez nous préciser en fait comment vous abordez en fait la chose d'un point de vue bien entendu théorique et notamment épistémologique et méthodologique. Je vous souhaite merci. Je vous remercie pour la présentation, je vous remercie pour l'invitation aussi, parce que c'est pour moi toujours une occasion de préciser des concepts, de trouver d'autres concepts, de trouver des idées, le fait de les exposer surtout à des doctorants et des doctorantes, c'est probablement un des publics les plus stimulants quand on est en recherche soi-même. Parce qu'il y a un souci pédagogique qui est présent, mais il y a un souci aussi de niveau théorique, de niveau de réflexion qui est attendu de la part du public. Alors c'est d'autant plus vrai pour cette séance-ci que c'est la première fois que je m'adresse à un public et à des doctorants et des doctorantes qui proviennent du milieu des arts. Je connais davantage bien sûr le milieu du design, je connais le milieu de l'architecture, je connais davantage le milieu de ce qu'on appelle les disciplines du projet, donc le design, l'architecture, l'urbanisme, le paysage. Mais j'ai rarement eu l'occasion de m'adresser à des doctorants et des doctorantes en art. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on doit les désigner, ou c'est comme ça que vous vous appelez. Et si vous avez déjà trouvé une façon de vous nommer vous-même, c'est pas évident, ça fait partie des questions qu'on va traiter ici. Néanmoins, j'ai eu l'occasion de le faire de façon individuelle, notamment à l'UQAM, lorsque ce programme doctoral en art a commencé à émerger. Et je me rappelle avoir discuté avec Claude Gosselin, donc, qui est l'auteur du premier livre sur la recherche-création et qui fait toujours autorité, hein, il a été réédité, il est maintenant disponible en ligne en texte complet, et son étudiant qui était un architecte et qui se posait des questions que je vais exposer et essayer de discuter aujourd'hui avec les mêmes types de questions. L'approche donc que je vais adopter pour cette courte présentation est une approche, disons, comparative, dans la mesure où ce que je vais faire, je vais vous exposer comment les modèles qui ont été publiés, comment je suis parvenu à ces modèles, quelle est la logique qui se trouve derrière et les questions de recherche qui ont présidé à l'élaboration de ces modèles dans le domaine du design. Du design au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire au sens discipline du projet.
Sous le terme design, on entend dans le monde anglo-saxon autant l'architecture que le paysage, que l'urbanisme, que le graphisme, que le design produit. Tout ça, c'est du design. On dit architectural design, urban design, landscape design, product design, graphic design, communication design. Et maintenant, il y a tous les nouveaux designs, experience design, social design, service design, etc. Tout ça, c'est du design. Mais les arts, ou les arts plastiques, ou les beaux-arts, ne font pas partie des disciplines du projet, du moins dans ces perspectives-là. Il y a d'autres contextes dans lesquels on inclut à la fois les artistes et à la fois les ingénieurs. Dans quelque chose de plus large, si on prend Herbert Simon par exemple, lui c'est la définition la plus large de design qui existe dans la littérature, parce que lui il inclut à la fois les médecins, les juristes, les ingénieurs, les enseignants, tous les praticiens. Pour lui, tout le monde fait du design. Alors c'est un peu large comme définition, c'est pas celle-ci que j'adopterai ici. Donc je reviens à l'approche que je vais proposer. Je vais vous proposer comment ces modèles tournent au sens pragmaticien du terme, comment ils s'incarnent dans le monde du design. Et votre tâche sera de voir si le transfert dans le domaine des arts, donc j'ai vu qu'il y avait donc des musiciens, des musicologues, il y avait des gens du théâtre, il y avait du monde du cinéma, il y avait du monde bien sûr des arts décoratifs, il y avait du monde des beaux-arts. Et si le transfert est légitime, et si oui, à quel coût? Est-ce qu'il faut inventer de nouveaux concepts? Est-ce que les concepts qui sont présents dans les modèles sont immédiatement transférables? Et je pense que cet exercice est intéressant. J'ai commencé à le faire, mais j'avoue que je ne viens pas auprès de vous avec un exercice complété. Je n'ai pas eu le loisir, malheureusement, de faire cet exercice, même si je l'ai esquissé dans certains cas. Alors, les questions que je soulève, alors c'est très simple. Il y a deux questions principales dans ce type de doctorat, parce que les questions que vous vous posez actuellement, elles ont été posées dans le domaine de l'architecture, elles se posent encore dans le domaine de l'architecture, elles se posent encore dans le domaine du design, elles ont été posées dans d'autres domaines auparavant, surtout dans le monde anglo-saxon. On peut dire qu'aujourd'hui, ces questions, on ne peut plus les voir. Ça fait 30 ans qu'on tourne avec ces questions-là. Dans le monde francophone, on les a découvertes un peu plus récemment pour toutes sortes de raisons. Non seulement pour des raisons de langue, mais également pour des raisons institutionnelles. Les traditions institutionnelles en France ne sont pas les mêmes, notamment à cause des grandes écoles, que les traditions universitaires anglo-saxonnes. Donc le fait que les arts soient présents dans l'université est beaucoup plus ancien dans beaucoup de pays que en France. Je pense notamment à l'architecture, pour laquelle le doctorat est très récent. Alors qu'à l'Université de Montréal, où j'étais auparavant, le doctorat dans les disciplines du design a été créé en 1967. Donc on s'est posé les questions que vous vous posez déjà à ce moment-là de façon beaucoup plus malhabile, parce que l'eau a coulé sous les ponts théoriques, épistémologiques et méthodologiques depuis. Alors quelles sont les deux questions qu'on se pose? C'est premièrement, à quoi doit ressembler une thèse en art, en design, en architecture, en musique, en théâtre, en danse, en Finlande il y a des thèses en métier d'art, en vitrail, en textile, etc. À quoi ça doit ressembler? Et deuxièmement, quelle est la place du projet artistique, design, architectural dans le travail de recherche? Quelle est sa place? Est-ce qu'il a une place? Donc est-ce que le projet artistique a une place dans votre livrable final? Et quelle est cette place? Plus précisément, quelle est sa fonction épistémologique dans la réflexion de recherche? Ça, je pense que c'est la question la plus fondamentale. Donc il est admis aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans encore, que le projet artistique, le projet pratique, design, architecture, doit avoir une place dans le livrable final et dans le cours de la réflexion de recherche. C'était pas le cas. Je me rappelle qu'au début à Montréal, on disait
vous êtes des architectes, vous êtes des urbanistes, vous voulez faire une thèse en architecture, c'est une thèse en aménagement, ça s'appelle. Il n'y avait qu'une thèse pour toutes les disciplines, ce qui est assez intéressant comme concept. En tout cas, on leur disait la première chose à faire, c'est oublier votre passé d'architecte, oublier votre passé d'urbaniste, laissez votre costume d'architecte au vestiaire et rentrez dans le laboratoire scientifique, parce que maintenant on va faire de la science. Ça, c'était le discours qui a prévalu pendant 10 à 15 ans. Et ça aboutit à des thèses, notamment dans le domaine urbain, parce que c'est là qu'il était les plus avancés, des espèces de pseudo-thèses de sociologie de la ville, des pseudo-thèses d'histoire de la ville, des pseudo-thèses d'anthropologie de l'urbain. Pourquoi je dis pseudo-thèses ? Parce que c'est des thèses qui étaient faites avec le regard sociologique, par exemple, par des candidats et des candidates qui n'avaient pas été formés en sociologie, qui étaient des urbanistes, qui avaient fait du travail d'urbaniste dans les agences. Ça, c'était la situation. Aujourd'hui, on a compris, en tout cas, on s'oriente vers des programmes doctoraux et des configurations de livrables, j'utilise le terme livrable, que vous comprenez très bien, pour éviter le terme thèse, qui acceptent le fait que le projet artistique doit avoir sa place quelque part. Alors, où est-ce qu'il doit se trouver ? En annexe, au milieu, au centre ? Est-ce qu'il n'y a que ça ? Est-ce qu'il faut autre chose ? Est-ce qu'il y a du texte ? Ça, c'est des questions qu'on se pose, des questions que vous vous posez. Hein, c'est une question de forme, hein, c'est une question de design, en fait. Mais également une question de contenu. Donc, s'il y a du texte, de quoi s'agit-il ? Quel type de texte ? Sur quoi on réfléchit ? Quel est l'objet du texte ? Le projet, quelle est sa fonction ? Moi, je pense que la question est plus précise en disant quelle est sa fonction heuristique dans le projet de recherche. Étant entendu, et je pense qu'à part quelques places gardées dans lesquelles l'arrogance veut qu'on confonde le projet artistique avec le projet de recherche, le projet de design avec un projet de thèse, je pense que maintenant il y a un consensus pour dire on ne peut pas se satisfaire d'un projet artistique pour un livrable de temps. Il y a un consensus, il y en a qui ne sont pas encore, il y a encore, comme je dis, quelques places fortes, un peu arrogantes. Il est vrai pour dire, en art, on fait de la recherche dès la première année, donc voilà. Je ne pense pas que vous soyez dans cette configuration. J'ai pris la peine de lire vos propositions de recherche que vous avez mis en ligne sur une page, là, qui est tout à fait instructif. Et j'ai bien compris qu'on n'était pas dans cette configuration-là. Donc, la question que vous posez, à quoi va ressembler mon livrable ? À quoi va ressembler ma thèse, ma soutenance ? Est-ce que, voilà les questions auxquelles j'ai été amené les questions que j'étais amené à me poser et à construire dans un cadre. Alors je m'excuse, je vais parler beaucoup à la première personne, parce que je vais faire appel à mon expérience personnelle parce qu'elle est faite de nombreuses questions. Un jour à la faculté à Montréal, on m'a dit, Alain, est-ce que tu ne voudrais pas prendre en charge le séminaire de doctoral en aménagement ? J'ai dit oui, si vous pensez que c'est une bonne idée, mais vous pouvez me dire un peu le contenu du séminaire, enfin les objectifs. Alors on m'a dit non, on ne sait pas ce que c'est. Et le premier séminaire s'appelait épistémologie de l'aménagement. Voilà comment je suis arrivé dans ce monde-là au début des années 90, et depuis lors, ces questions me poursuivent et m'accompagnent dans ma recherche, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment des questions intéressantes. Est-ce qu'on peut parler, par exemple, est-ce que le terme épistémologie de l'architecture ou épistémologie de la pratique artistique, ça a du sens ? Est-ce que l'extension du terme épistémologie qui est emprunté dans un domaine bien particulier à nos domaines de pratique, est-ce que ça a du sens ? Si ça n'a pas de sens, est-ce qu'il y a un autre terme pour le désigner ? Vous voyez, ça c'est vraiment ces questions-là avec lesquelles on se bat quand on s'embarque dans un projet de recherche comme le vôtre. Ensuite, je me suis posé la question, est-ce que j'ai une légitimité pour parler d'épistémologie de l'architecture n'étant pas architecte ? Quelle est la légitimité que j'ai pour m'adresser à vous sur des questions comme celle-ci ?
Alors là encore, je vais parler à la première personne. Comme ça a été dit, j'ai une formation de physicien, et ma formation de physicien était plutôt dans le domaine théorique, physique de la matière, et j'ai eu une pratique de chercheur dans ce domaine pendant quelques années. Donc j'ai été vraiment formé à la recherche expérimentale qui, comme on le sait, a servi de paradigme pendant tout le XXe siècle à toutes les autres sciences. Et il y a quelque chose qui m'a intéressé dans ce domaine de la physique théorique, c'est la question épistémologique qui évidemment qui a fait parcouru tout le XXe siècle et encore aujourd'hui avec la physique quantique, enfin, et tout ça. Donc c'est de là que vient mon intérêt pour l'épistémologie et la pratique que j'ai pu avoir en laboratoire pour une recherche qu'on appelle soit la recherche appliquée, la science appliquée, ou de la recherche finalisée. C'est un terme plus important. Comme s'il y avait de la recherche non finalisée. Comme s'il y avait de la recherche non finalisée. Une recherche finalisée, il n'y a rien de plus stupide, je pense, comme expression. Parce que si on se lance dans un projet de recherche, c'est que certainement on a une question quelque part et on a un objectif. Même si on ne le connaît pas encore, il y a quelque chose qui nous motive, il y a quelque chose qui nous soulève, il y a quelque chose qui nous anime. Donc nécessairement, la recherche, elle est finalisée. Donc la question, c'est pas de savoir si la recherche qu'on fait, elle est fondamentale, donc non finalisée, c'est à celle-ci qu'on fait allusion, et si elle est finalisée, c'est-à-dire qu'elle est applicable ou non. La question, c'est de savoir quelle est la finalité. Est-ce qu'elle est instrumentale? Est-ce qu'elle est technique, comme c'était le cas dans les laboratoires dans lesquels j'ai travaillé? Je travaillais dans les laboratoires de métallurgie, et on travaillait à l'époque aux États-Unis, à l'époque où les États-Unis étaient en guerre avec le Vietnam. Donc vous pouvez imaginer le type de recherche qu'on pouvait effectuer dans les laboratoires. Elle était certainement finalisée. C'est-à-dire, elle était finalisée dans le sens suivant. On essayait de comprendre un phénomène qui relevait de la discipline dans laquelle on se trouvait, donc de la physique de la matière, physique du métal, pour en trouver des applications dans des projets, en l'occurrence militaires, qui étaient bien précis. Donc ça, c'était la finalité de la recherche. Donc elle est très instrumentale. C'est la finalité de Descartes, pour être maître et possesseur de la nature. Donc on s'intéresse à un phénomène pour le comprendre, pour pouvoir le manipuler par la suite, le transformer, l'utiliser, etc. Mais il y a d'autres finalités qu'on peut envisager. Au Moyen-Âge, la recherche, elle était finalisée, c'était une recherche à finalité qu'on peut presque qualifier d'esthétique. C'est-à-dire on essayait de comprendre le monde pour mieux comprendre celui qui avait créé le monde et pour lui rendre hommage dans la tradition occidentale chrétienne, mais c'est vrai dans d'autres traditions. Donc on a là l'idée d'une recherche qui est faite pour mieux contempler la beauté du monde. Aujourd'hui, une demande à Henner là en disant que voilà, ma recherche c'est pour mieux contempler la beauté du monde. Je suis pas sûr que ça va passer. C'est le cas d'un scientifique qui est plutôt méconnu en tant que scientifique, il est plus connu comme poète et comme écrivain. C'est Goethe par exemple. Goethe, le scientifique, sa recherche était plutôt de ce type-là. Sa phénoménologie propre de la nature était là pour... Elle avait plus comme finalité une finalité esthétique, doublée d'une finalité anthropologique. C'est-à-dire, dans son esprit, la science devait être un effort pour mieux connaître, comprendre les phénomènes du monde extérieur, de façon à ce que le monde intérieur puisse s'enrichir, etc. Donc on n'est pas dans ce type de scientificité aujourd'hui. Les physiciens avec qui je travaillais, les métallurgistes, ils n'essayaient pas de comprendre la beauté de la structure des métaux pour voir si ça avait un rapport, si cet aspect du monde extérieur avait un rapport avec mon monde intérieur à moi, et si ça me permettait de mieux enrichir mon monde extérieur de façon à mieux servir le monde extérieur, par exemple. On était dans, vous voyez, dans un autre type de finalité. Bon, je ferme cette parenthèse sur la question de la finalité, mais je pense que dans les années qui viennent, elle va nous interpeller encore. Et peut-être que dans le domaine dans lequel vous travaillez, celle-ci pourrait être repérée
comme une façon de vous singulariser, de vous distinguer dans le monde des docteurs et des disciplines. Encore s'agit-il de construire cette question de cette finalité que j'appelle esthétique de façon peut-être pas appropriée, mais une autre forme de dire ben voilà, nous on fait de la recherche, c'est une recherche doctorale, c'est pas la même que vous faites dans les sciences humaines, c'est pas la même que vous faites dans les sciences de la vie, c'est pas la même que dans les sciences physiques, mais elle a sa valeur, et voici la définition de la scientificité que nous adoptons. Mais je vous préviens, il va falloir se bagarrer fort parce qu'on va vous regarder venir de l'autre côté, au CNRS et au CNU et à l'ANR. Mais on est dans un moment de crise et la science est en crise aujourd'hui en termes de finalité et en termes de méthode aussi et en termes de définition de ce qu'est la scientificité, quelle devrait ou pourrait être une science contemporaine pour notre siècle. Bon, assez de métaphysique et de philosophie. On va revenir aux trois modèles que j'aimerais discuter ici et présenter brièvement. Je vous renvoie donc les textes que j'ai envoyés à Max sont des textes dans lesquels je décline les modèles, je les explique, etc. Le premier modèle sur lequel je vais revenir, on risque de vous donner un peu la nausée parce qu'on ne veut plus l'entendre, on ne veut plus le voir. C'est le fameux modèle qui fait la distinction entre recherche sur, recherche pour et recherche par. Voilà. Comment on arrive et comment j'en suis arrivé personnellement à ce modèle? Eh bien, j'en suis arrivé de façon très empirique. Un exercice que je fais faire à nos étudiants au niveau du master, c'est je leur demande de décrire leur dernier projet en design, mais je pourrais faire l'exercice avec vous en art. Décrivez-moi le dernier projet en art et je vous parie que dans la description narrative que vous allez donner, le mot recherche va apparaître. Je vous demande de décrire de façon chronologique qu'est-ce que vous avez fait, à quel moment et comment vous pouvez désigner la phase en question que vous venez d'évoquer. Le mot recherche va apparaître et je vous demanderai de dire mais en quoi a consisté ce que vous appelez recherche dans votre projet artistique. Ensuite, il y a un autre travail empirique qu'on a fait, c'est qu'on a regardé dans les revues qu'on appelle les revues savantes quels sont les articles qui méritent le terme d'article scientifique et qui parlent du design d'une façon ou d'une autre. On peut faire la même chose pour les arts. Sachant que pour les arts, ils sont beaucoup plus nombreux que pour le design. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à ces catégories, notamment les deux premières. On distinguait donc une première catégorie de textes ou de discours qui sont des discours de recherche sur, donc là en l'occurrence c'est le design, c'est-à-dire ce sont des discours qui proviennent de disciplines établies et qui prennent pour objet des objets qui appartiennent au design. C'est des discours d'historiens, donc l'histoire du design, c'est des discours de sociologues, sociologie du design, c'est des discours d'anthropologues, anthropologie du design, de sémioticiens, sémiotique du design. Vous avez compris. Technologie, etc. Donc pour les arts, on a l'équivalent aujourd'hui. Ça, c'est ce qui se présente dans la littérature et ce qui représente un gros pourcentage de textes dits savants ou scientifiques qui parlent d'objets qui nous appartiennent. Ensuite, il y a une autre occurrence du mot recherche, c'est la première occurrence que j'ai mentionnée. C'est si je vous demande de décrire votre projet artistique, vous allez me dire à un moment donné, je fais de la recherche pour ma pratique artistique. Donc ça, c'est la fameuse recherche pour le design ou pour la pratique, si vous voulez. Ça peut être la recherche de nouveaux matériaux, ça peut être la recherche de nouvelles techniques, ça peut être la recherche sur ce que les historiens ont sur l'histoire de l'objet auquel je m'intéresse, etc. Donc ça, c'était l'état de la situation il y a une dizaine d'années, et c'est encore le cas aujourd'hui.
Alors qu'est-ce qu'on peut reprocher, ou en quoi on peut dire que ces deux catégories de recherche ne nous conviennent pas dans un cadre comme celui qui se présente ici, c'est-à-dire dans un cadre d'essayer de concevoir ce qu'est un doctorat ou ce qu'est de la recherche en design, proprement. Alors celle-ci ne nous convient pas parce que le regard qui est porté est un regard qui provient de l'extérieur du champ du design, qui provient de disciplines établies. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver le regard qui jette un œil sur les objets du design et qui soit un regard design. Designerly, comme dit Nigel Cross. Et la question épistémologique et méthodologique, c'est comment on peut désigner et décrire ce regard. En quoi il se distingue des autres regards. Donc la question qu'on s'est posée là, c'est pas une remise en question de la scientificité de ces travaux, mais on remettait en question la pertinence de ces travaux pour nous. Parce que l'objectif scientifique là, incarné par les chercheurs et les chercheuses les chercheurs qui ont produit ces articles, c'est de contribuer aux connaissances dans le domaine qui leur est propre. Donc les historiens du design publient dans des revues, pour le dire de cette façon-là, publient dans des revues d'histoire de l'art, d'histoire, etc. Et font leur doctorat dans un département d'histoire ou d'histoire de l'art ou autre, comme ça a été mon cas. De même, pour les sémiologues, les sociologues, etc. Donc, la scientificité n'est pas en cause de ce type de recherche. Autrement dit, on peut la prendre pour modèle de scientificité pour nos propres recherches, dans une certaine mesure, mais la pertinence de ces recherches pour le design, elle est discutable. Pour le design, c'est-à-dire pour la pratique du design. Ça pose la question de la finalité de la recherche en design, là, c'est là qu'elle se pose, et c'est le principe fondamental sur lequel, là, je pense qu'il y a un consensus dans notre domaine. Si la recherche en design, c'est le terme le plus générique, n'a pas pour but d'améliorer la pratique du design, c'est pas la peine de faire la recherche. Si elle n'a pas pour but d'enrichir, d'améliorer la pratique même de l'art, de l'architecture, du design, de l'urbanisme, on peut estimer qu'elle n'est pas très pertinente. Donc voilà la question qui se posait à cet endroit-là. Elle est scientifique, mais elle a une pertinence limitée pour la pratique, donc pour le domaine. Celle-ci, à quoi elle ressemble cette recherche? C'est la recherche que vous effectuez dans le cadre d'un projet de design, parce qu'il y a un certain nombre de connaissances dont vous avez besoin pour pouvoir mener à bien votre projet. Donc sa pertinence, elle n'est certainement pas en cause parce qu'elle est faite pour le design. Si on est un peu pragmaticien, on comprend bien que la pertinence est directe. C'est un critère de pertinence qui se trouve derrière ce terme. Par contre, sa scientificité, elle est questionnable. Pourquoi? Parce qu'on fait appel à des connaissances déjà disponibles. Donc on ne produit pas de nouvelles connaissances. Or, une des définitions de base de la recherche dans n'importe quelle discipline, c'est production de nouvelles connaissances dans le champ et dans la discipline. Significative, on ajoute parfois, original, on ajoute parfois, dans les descriptions, dans les textes. Donc, celle-ci, et je vais un peu plus vite là, elle est pertinente, mais elle n'est pas scientifique, au sens où on l'entend habituellement. Voilà, donc on a là deux types de recherche, puisqu'on est à la recherche d'une forme, d'un mode de recherche qui nous est propre, deux types de recherche qui existent et qui ne nous conviennent pas, donc il faut en inventer une à partir de ces deux-là qui nous convient. C'est comme ça qu'on arrive à la troisième, donc qui est la recherche en design, disons idéale, ou la recherche en art idéale, celle qui peut conduire à un doctorat en art ou un doctorat en design ou un doctorat en architecture, et qu'on a appelé dans les premiers textes, donc le premier texte sur ces questions
date des années 70, mais le texte le plus explicite date des années 1993 ou 14. Je crois, et ce texte a été cité ad nauseam, c'est pour ça que j'hésite un peu à revenir dessus, mais je pense que c'est important de voir comment les questions ont émergé. Donc là, on l'a appelé comme ceci, par through design, ou by design. Qui n'est pas satisfaisant à mon sens. En fait, pour être plus précis, il faudrait dire que c'est une recherche sur le design, c'est-à-dire sur les objets du design, qui soit pertinente pour le design et qui s'effectue par le design. Ça, c'est la question quelle est la place du projet de recherche du projet de design dans le projet de recherche. En fait, cette troisième catégorie, c'est tout ça. Et c'est celle-ci que j'ai été conduit à appeler la recherche projet. C'est de la recherche qui est scientifiquement valable et valide, qui est pertinente pour notre champ, pour le développement de notre champ, et qui se fait par une méthode, un protocole de recherche et une méthode d'approche par le projet, c'est-à-dire une méthode active qui est assez analogue à la recherche-action des sociologues et des anthropologues et autres sciences humaines et sociales. Donc voilà la définition de la recherche-projet telle qu'elle apparaît donc dans les textes que vous pourrez... Voilà la genèse de la question et comment on a été amené à répondre à la question de quel type de recherche conviendrait pour avoir cette crédibilité et cette légitimité scientifique pour un doctorat en art qui est quelque chose de nouveau dans le paysage. La deuxième question qui se pose, le deuxième modèle qui convient d'exposer ici, c'est, bon d'accord, on sait qu'il faut faire la recherche sur des objets qui nous appartiennent. La question est de savoir quels sont ces objets. Quels sont les objets possibles, potentiels de recherche en design, recherche en art. C'est le fameux modèle de l'éclipse de l'objet. Fameux, je dis fameux parce qu'on le discute souvent dans des endroits comme ceci. Et je vous renvoie à l'article, c'est le résultat d'une recherche doctorale d'ailleurs, en architecture, qui s'est intéressé à la nature des modèles théoriques qui sont proposés dans la littérature savante pour rendre compte du processus de design architectural et de design en général. Donc quels sont les modèles qui décrivent ce qui se passe quand il y a projet de design, quand il y a projet d'architecture. Et on a trouvé qu'il y avait trois grandes catégories d'objets qui se distinguaient dans ce matériau empirique. Le matériau empirique représente à peu près 3000 pages de littérature, depuis Vitruve jusqu'à aujourd'hui. Les trois grandes catégories, donc c'est l'objet, le processus, c'est comme ça qu'on les appelle et les acteurs, ou les stakeholders, les parties prenantes. Il se dégage, les flèches ont une signification historique, c'est-à-dire que les premiers modèles jusqu'au milieu des années 50 du XXe siècle, donc jusque vers 1950-1960, dans le domaine du design, ont pris pour objet scientifique l'objet final qui résulte du projet d'architecture. Donc ce sont des théories des objets architecturaux. Des théories d'ailleurs, en général, ces modèles théoriques étaient prescriptifs, normatifs, non pas descriptifs. C'est-à-dire c'était des objets qui étaient décrits comme étant les modèles de bâtiments à imiter. C'était l'idéal à imiter. C'est comme ça que les traités d'architecture, les traités de théorie d'architecture étaient rédigés. Donc ensuite, on voit apparaître à partir des années 60, et ça c'est assez intéressant peut-être plus intéressant pour ce qui nous concerne si on est intéressé aux questions de méthode de projet, on voit apparaître dans une vague très rationaliste un souci d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avant que l'objet soit livré. Comment ça se passe? Quel type de logiques sont à l'œuvre?
comment on pense quand on fait de l'architecture. Est-ce que c'est une logique cartésienne, comme on l'a longtemps cru, on le croit encore dans les écoles d'ingénieurs, les écoles d'administration publique? Est-ce que c'est une logique purement déductive? Ou bien est-ce que ce sont des logiques plus complexes? Alors, à l'époque, là, dans les années 60, 70, 80, le terme design thinking n'était pas encore devenu à la mode. Aujourd'hui, c'est le terme qui désigne cette phase-là, qui dure des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup à ça encore, ne serait-ce que dans les endroits où on essaye de concevoir des systèmes experts qui vont faire du processus de design en s'affranchissant des humains. On essaie de comprendre comment les humains pensent quand ils et elles font du design, si je fais le transfert, comment on pense, est-ce qu'on pense d'ailleurs, et comment on pense quand on fait de l'art, quand on conçoit et quand on produit, quand on réalise, quand on incarne, quand on donne forme. Alors, le design thinking, c'est le terme. Maintenant, je ne sais pas si le artistic thinking, c'est un terme qui apparaît dans votre littérature. Est-ce que ça a du sens? Creative thinking, peut-être. Il y a peut-être un terme qui va émerger, parce qu'il va falloir désigner ça. Il va falloir désigner cette logique, parce que cette logique, avec toute cette mode sur l'innovation, ils veulent tous savoir comment on fait pour innover. Donc innover, ça ressemble quand même quelque part à la création artistique. Il n'y a pas de doute. Donc il faudra apprendre à être plus précis sur les logiques qui sont à l'œuvre. Elles sont multiples. C'est certes qu'il y a de la logique déductive, mais c'est loin d'être la logique principale comme on le croit dans le modèle de science appliquée. C'est pas de la théorie appliquée à la pratique. Il y a de la logique inductive, il y a de la logique abductive qui est l'une des principales, il y a de la logique analogique, il y a de la logique heuristique, il y a de la logique narrative, la logique herméneutique, etc. Logique déontique. Toutes ces logiques sont à l'œuvre dans un projet de design. Elles sont à l'œuvre à certains moments, à certaines étapes du processus. Je n'ai pas le temps de dérouler, mais c'est intéressant de voir quand est-ce qu'elles sont à leur place. Est-ce qu'elles sont à leur place à ce moment-là? Et puis quand est-ce qu'il faut solliciter telle logique à tel moment du processus? Quand vous êtes dans les moments en amont où c'est encore le concept qui est le problème à résoudre, quand vous êtes dans les moments intermédiaires où vous faites des allers-retours entre le concept, son incarnation, ça vous plaît pas, ça convient pas, on change le concept, etc. Ou quand vous êtes au moment du livrable, de la préparation d'exposition, au moment de la réception au niveau du public, etc. Donc c'est assez intéressant comme thématique, et pour le moment il n'y a rien de très convaincant encore dans la littérature, d'extrêmement précis sur cette question de logique. J'ai fait l'expérience malheureuse de ne pas avoir réussi à intéresser les logiciens à cette question. J'aimerais bien un jour pouvoir les solliciter. Je sais qu'il y a un certain nombre de logiciens en France qui s'intéressent à des questions un peu plus exotiques en logique, mais je pense qu'il y a là des projets de recherche fondamentaux à mener qui pourraient être intéressant. Bon, la troisième phase, c'est la phase des acteurs, c'est la phase dans laquelle on se trouve actuellement, sans que les autres aient disparu. La phase des acteurs, c'est celle qui est à la base du design social tel qu'on le développe à Nîmes. C'est-à-dire qu'on remonte en amont dans le projet au niveau de l'intentionnalité du projet, au niveau de la commande, comme on dit en architecture. Qu'est-ce qui se passe au moment de la commande? La profession du design était perçue pendant longtemps comme ne commençant qu'à cet endroit. On ne se posait pas la question sur le processus parce qu'on se disait le design c'est un truc artistique, c'est le truc de créativité, on ne peut pas le décrire, mais on sait comment le faire, donnez-nous la commande et puis on va vous pondre l'objet que vous voulez. Et la commande était formulée en termes d'objet final, donc il n'y avait pas de travail à faire, sinon exécuter la commande qui nous parvenait. Si on remonte en amont, on se dit, oui, là, il y a peut-être quelque chose à travailler, peut-être pour faire mieux, etc. Et maintenant, on se pose des questions, mais d'où elle vient votre commande? D'où elle vient votre idée que c'est ça qu'il vous faut pour votre entreprise, pour votre administration publique? D'où vient votre idée que c'est une interface numérique qu'il faut ou une application? Sur quoi vous vous appuyez? Quelles sont les justifications qui vous ont amené à me livrer à moi, designer,
une commande sous une forme d'un objet déjà décidé. Donc on rouvre la commande, et puis là on voit que il y a du monde au balcon dans cette commande, parce que les intentionnalités du chef d'entreprise ou de la responsable des services dans une administration, elle est soumise à des logiques, là encore, des logiques d'acteurs souvent conflictuelles, des logiques politiques, des logiques économiques, des logiques anthropologiques, des logiques éthiques, des logiques morales, toutes sortes de logiques, des logiques d'agenda personnel. Donc c'est important d'ouvrir la chose. Alors en art, on verra que ce modèle, c'est celui qui, à mon avis, présente les plus grandes difficultés de transfert dans le domaine artistique. On va voir pourquoi. Je termine sur cette ce modèle. Alors, ce qu'on a découvert en design, ce qui est intéressant, c'est qu'en aval du projet, on trouve un phasage à peu près, pas identique, mais du point de vue historique qui correspond. C'est le phasage de. Il faut que, très rapidement, en design, un projet de design se place sur deux volets. Il y a un volet qui est le volet conception et le volet réception. Un projet de design, c'est tout ça. Ou d'architecture. C'est pas que ça. Dans la littérature, jusqu'à très récemment, les modèles théoriques, tout ça, ne portaient que sur la phase conception. On s'est intéressé à comment on pense, comment on raisonne, etc. Donc c'est ces modèles-là. On s'est peu intéressé à la réception, comme si la réception allait de soi. En design de produit, c'est le cas. Hein. On conçoit un produit, on le met sur les rayons du magasin, puis après il vit sa vie, et puis les usagers, les consommateurs d'ailleurs, ils se démerdent avec ce que les génies ont conçu pour eux et pour elles. Mais plus récemment, depuis quelques années, on s'intéresse beaucoup à cette phase-là, ne serait-ce que pour les dégâts environnementaux qu'elle peut poser, que les nouveaux problèmes qui apparaissent dans les sociétés gâtées comme les nôtres, dans les sociétés en décollage, comme on dit, aussi au niveau de la réception, de la consommation, de l'utilisation, des problèmes d'usage, des problèmes de difficultés cognitives, de compréhension des nouveaux objets. Il y a des grosses questions qui se posent et qui concernent ce volet-là. Or, ce volet-là, il apparaît dans le modèle avec trois moments, qui sont des moments qui correspondent à l'anthropologie de l'usager. C'est-à-dire l'idée qu'on se fait de l'être humain qui est notre usager, notre destinataire, notre bénéficiaire du projet. Et on trouve qu'à la phase objet du volet conception correspond une image de l'usager qui est très proche de l'image de l'amateur ou l'amatrice d'art. Dans la tradition qui est orientée sur l'objet en design, qui est la tradition des arts décoratifs, pour lesquels l'objet du design c'est de produire des objets décoratifs, des objets à fort contenu esthétique. On ne demande pas l'opinion de l'usager. On lui dit ben voilà, moi j'ai créé mon fauteuil ou mon lampadaire, on travaille surtout dans le domaine privé, dans le domaine du cocon privé, mon vase, voilà, ma salière, et puis si tu l'aimes tu l'achètes, si tu l'aimes pas, voilà. Donc ça c'est un peu, je suis un peu méchant, excusez-moi. C'est l'image du destinataire, de l'usager. La deuxième image qui correspond à celle-ci, c'est l'image de l'usager rationnel. Hein. C'est la période fonctionnaliste, les années 60, 70, 80, 90. Les postmodernes ont commencé à les mettre dehors. Donc là, c'est l'image d'un usager qui est aussi intelligent ou aussi rationnel que les personnes qui créent les objets. Et là aussi, on arrive à un moment de crise de ce modèle anthropologique. Vous voyez que ces questions de modèle anthropologique sont fondamentaux parce qu'ils correspondent à un moment de crise. Ici, le moment de crise, c'est qu'on a produit des objets, et je pense notamment aux objets numériques, qui sont d'une rationalité technologique tellement complexe
qu'on ne peut pas prendre pour acquis que les usagers qui vont les utiliser sont aussi intelligents, techniquement parlant, que les concepteurs qui les ont conçus. Donc il faut travailler l'anthropologie du bénéficiaire, du destinataire, de façon à ce qu'il corresponde à la réalité. C'est au moment où apparaît ce fameux terme un peu naïf, Human-Centered Design, dans le domaine du design numérique, dans le domaine des logiciels et des interfaces. Et la troisième anthropologie, qui est celle qui existe actuellement, qui correspond à celle-ci, c'est une anthropologie d'un bénéficiaire qui est un être humain comme tous les autres êtres humains, avec ses limites, avec des dimensions pas seulement cognitives, il y a une dimension affective qu'on est en train de découvrir, l'intelligence émotionnelle, enfin toutes sortes de choses qui tournent autour de ça, une dimension volontaire, une dimension de l'action qui a été théorisée par les philosophes et par les psychologues de l'action, qui peut-être ne correspond pas tout à fait à la réalité humaine empirique que l'on découvre quand on fait l'anthropologie d'usager. Comme maintenant, c'est à la mode, mais c'est une mode bienvenue. Donc ça a donné naissance à cette crise qui consiste à dire, mais nos usagers, on ne les connaît pas. Donc il faut aller les connaître, et pour ça, il faut des gens spécialistes, des cultures contemporaines, des cultures d'usage quotidien, des cultures de la vie quotidienne. Donc ces spécialistes sont les anthropologues. C'est pour ça qu'on trouve de plus en plus d'anthropologues dans les équipes de design, et notamment dans les équipes de recherche. Parce que c'est ceux et celles qui sont spécialisés pour définir, décrypter, comprendre les cultures du quotidien. Les cultures du quotidien qui, pour le moment, ne suscitent aucun intérêt, qui s'intéressent à la vie quotidienne des gens. Dans les disciplines scientifiques, on s'intéresse à des êtres humains en situation limite. En psycho, on s'intéresse plus aux pathologies humaines que au mode de fonctionnement de quelqu'un qui se lève le matin, qui se brosse les dents, qui prend un petit déj, qui va au boulot, qui prend le métro. C'est pas intéressant. Et maintenant, c'est ce regain d'intérêt pour la vie quotidienne, dans toutes sortes de domaines, y compris dans le domaine du paysage, paysage de domestic landscape par exemple. Donc beaucoup d'intérêt pour s'intéresser au monde dans lequel on vit, et non pas des études de monde fantasmées par des disciplines ou des modèles scientifiques qui sont un peu hors sol, c'est vraiment le cas de dire. Donc voilà ce qu'on trouve de ce côté-là. Alors quand je dis que ce modèle n'est peut-être pas transférable tel quel dans le domaine artistique, c'est pour la raison suivante. L'objet, bien sûr, c'est la fascination et c'est la mission de la pratique artistique de produire des objets d'art, des œuvres d'art. Objets, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils sont matériels. On le sait très bien. Il y a en musique, en théâtre, en installation, tout ça, on a des... En performance, on a des objets qui ne sont pas... On n'est plus au XVIIIe siècle ou au XVIIe siècle. Donc, mais c'est quand même, il me semble en tout cas, mais je dis sans avoir approfondi la chose, il faudrait que je l'approfondisse justement avec un groupe comme le vôtre. C'est surtout ça qui a mobilisé l'attention dans le domaine artistique. Le processus, ça reste un mystère, mais un mystère qu'on aime bien entretenir aussi. Voilà, l'idée créatrice, bon, elle surgit. Elle surgit d'où? Bon, les psychologues cogniticiens, ils vont nous dire qu'ils surgissent des synapses, des neurones, du frontal, du ceci, du cela, de la mémoire reptilienne. Bon. Avant, on disait que ça surgit de l'inspiration divine, ou des anges, etc. Voilà, ça reste un mystère en tout cas, mais un mystère qu'on aime bien entretenir, parfois. Peut-être que ce n'est pas une bonne idée. Les acteurs, la plupart du temps, ils sont absents, sauf dans des pratiques artistiques comme le cinéma. Alors là, on a vraiment une industrie avec des acteurs. Ça ressemble à du design produit, au niveau de la complexité des jeux d'acteurs. Mais dans les pratiques artistiques, disons, individuelles ou solitaires, très souvent, ce domaine-là n'a pas été jugé
susceptibles d'une attention particulière. Ça, c'est une des raisons, mais peut-être je me trompe, je ne suis pas à jour dans ce domaine-là. Par contre, tout ce domaine-là, ça intéresse peu les études théoriques de l'art, sauf pour les arts, pour les questions de médiation et tout ça, où le récepteur ou le bénéficiaire est ce qu'on appelle le public. On n'est plus dans une période historique dans laquelle les artistes travaillent sur commande, en majorité. La commande vient d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes, et sauf ceux qui travaillent à la télé, enfin dans des pratiques artistiques dans lesquelles il y a la question du public qui se pose. Et là, il y a des questions, évidemment, le volet réception est présent. Mais il n'est pas systématiquement présent, et il est absent dans beaucoup de pratiques artistiques. Et je pense que ça vaudrait la peine de se poser la question de la réception. Qui est mon public? Est-ce que c'est les visiteurs de la galerie dans laquelle j'expose, par exemple? Ou est-ce que le public c'est moi-même? Ou est-ce que le public c'est mes pairs? Ou est-ce que mon public c'est le monde? Ou est-ce que mon public c'est l'avenir de l'humanité? Donc c'est la question de la finalité aussi qui se pose, et qui est moins présente que dans le domaine du design. Ça c'est vraiment, je crois, ce qui nous distingue. C'est la question de la justification des choix que l'on fait par rapport à nos commanditaires en design, par rapport à nos usagers, par rapport à nos bénéficiaires. Cette justification, elle est indispensable dans les disciplines du design, pour des raisons de responsabilité. Dans le domaine artistique, il me semble que le problème de la justification, il n'est pas aussi présent. En tout cas, ce n'est pas un souci permanent, il me semble. En tout cas, je pense que cette question mérite d'être approfondie. Je peux vous dire que dans le programme doctoral qui est familier en Belgique, un programme de doctorat en architecture, mais dans une école d'architecture qui est encore une école d'art, donc dans laquelle on considère que l'architecture c'est une forme d'art, cette question de la justification s'est posée, ça fait beaucoup de... Et c'est pas impossible que les conflits auxquels vous avez fait, ou les conflits ou les discussions un peu âpres auxquelles vous avez fait allusion, derrière cela se trouve peut-être cette question-là. Voilà, je suis allé un peu vite, peut-être que j'ai trop de préjugés à l'égard d'un domaine qui m'est encore trop étranger pour pouvoir aller plus loin sur la question du transfert de ce modèle dans le domaine qui vous intéresse. Donc ça, c'était le modèle qui peut répondre à la question sur quels sont nos objets. On peut considérer que ce modèle, c'est un modèle très général de théorie du design, pour aller vite, dans lequel on peut distinguer toutes sortes d'objets de recherche possibles. Et c'est une façon de vous orienter individuellement. Vous pouvez poser la question, moi je suis où? Mon projet de doctorat, il est où? Et si vous trouvez qu'il est en dehors de ça, j'accueille avec beaucoup d'intérêt la chose pour pouvoir étendre le modèle, pour le rendre encore plus général. Mais il y a fort à parier que vous arrivez avec peut-être quelques contorsions à vous situer dans un modèle comme celui-ci. Donc, un modèle génétique est devenu un modèle un peu plus structural d'une théorie générale du design ou des objets de design. Donc ça, c'est pour répondre. C'est moi juste une question dans ce modèle. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir des acteurs non humains? Alors, des acteurs non humains, si on lit la tour, bien sûr. Donc on les met ici parce qu'ils ont, si on est pragmaticien, ils ont évidemment une efficacité dans le système. Donc l'environnement peut faire partie des acteurs. L'environnement est toujours présent dans un modèle comme ça. J'ai été vacciné par la systémique, non pas vacciné, au contraire infusé par la systémique, donc c'est implicite. Ouais. Mais vous avez bien fait de soulever la question. Donc voilà les modèles que j'ai souhaité peut-être un peu mieux présenter. Ils sont développés dans les articles. J'ai apporté quelques textes que peut-être je peux vous laisser pour quelque temps, vous me les rendrez quand vous en aurez fait l'usage. Dans le programme doctoral que je viens d'évoquer en Belgique, là en Belgique flamande, enfin en Belgique néerlandophone,
à Bruxelles, il y a l'école d'architecture Sint-Lucas, qui est néerlandophone, mais qui a un campus à Bruxelles, un campus à Gand. Ils ont obtenu un doctorat qui s'appelle, et le titre c'est le doctorat impensable. Impossible à trouver, le Unthinkable Doctorate. Il y a des textes très intéressants qui peuvent vous concerner et dont le transfert dans votre domaine, je pense, est assez évident. Donc, vous voyez, c'est pour revenir à ce que j'ai dit au début, que ça fait un moment qu'on se pose ces questions-là. Un texte que vous connaissez certainement, un texte de Lisiane Le Chohirt, sur la recherche-création. Il y a deux titres sur recherche-création, celui de Gosselin à l'UQAM et à celui de Lisiane Le Chohirt de la aide à Genève, sur la recherche-création, dans lequel il y a un modèle qui est assez intéressant, qui est discuté dans un des articles que je propose, dans lequel on a une tentative de systématisation du processus de recherche. Par où ça commence? Est-ce qu'il y a des phases dans le processus de recherche doctorale? Par où il faut commencer? Par où est-ce qu'on termine? Par quelle phase il faut ensuite poursuivre? Quelles sont les précautions méthodologiques? Où est-ce qu'on est dans l'épistémologie? Où est-ce qu'on commence à entrer dans la méthodologie, dans la stratégie, dans les questions de validation, etc. Donc c'est très bien expliqué. La seule réserve que je ferai, c'est... Alors, je vais essayer de discuter très rapidement. Voilà, alors ça ressemble. Vous le connaissez ce modèle? Non, alors ça ressemble à ça. Donc il y a une partie très suisse, si je puis dire, avec beaucoup d'amitié à mon ami Lisiane. Donc ça commence comme ça, le modèle. Donc c'est quelque chose qui dit qu'il y a une approche là qui peut être rationalisée, qui peut être enseignée, qui peut être comprise et qui peut être suivie. Ensuite, à la fin, il y a également un livrable dans lequel on a des catégories, des descriptions, des caractérisations. Et entre les deux, il se passe quelque chose qui est le processus de recherche, justement. Alors, il est dessiné, bon, ça ressemble à quelque chose comme ça. Bon, et puis ça finit par déboucher. Voilà. Donc, j'aime beaucoup ce modèle pour ça. Parce que je trouve que ça c'est le moment de la problématisation. C'est le moment de la construction de votre question de recherche. C'est le moment critique. Et donc qu'il ne faut surtout pas négliger. C'est comme en design, c'est le moment de la commande. Mais là c'est vous qui êtes libre de la commande. En recherche, on a cette liberté. Sauf si on est dans un labo et on vous dit, ben voilà ta question de recherche, parce que le labo il a tant de subventions derrière et que c'est là-dessus qu'il faut travailler. On peut vous le souhaiter aussi, parce que ça ne pose pas les problèmes de survie pendant les 3 ans du doctorat, mais la question de la liberté quand même du choix de la commande, elle est quand même, enfin ça fait partie presque de la déontologie de la recherche scientifique. Alors, c'est très bien écrit, donc c'est comment on problématise une question, comment on passe d'une thématique, qui est votre cas dans les pages que j'ai lues, on peut dire que vous êtes au stade de la thématique, ou vous étiez au stade de la thématique l'an dernier. Ensuite, on passe d'une thématique à une problématique, et d'une problématique à une question. Une question, pourquoi? Parce que vous avez 3 ans, donc c'est un problème de management. Vous ne pouvez pas travailler sur une problématique trop complexe en 3 ans, c'est pas possible, et de livrer une thèse dans les 3 ans qu'on vous donne. Donc il y a cette question du resserrement d'une problématique sur une question particulière qu'il s'agit de valider et de justifier. C'est vraiment important comme travail, et ça, on ne peut pas vous demander de le faire seul, parce que vous êtes en train d'apprendre à faire ça. Donc c'est pour ça que la direction de recherche est critique à ce moment-là, est importante. Le choix du directeur ou de la directrice, ou des directeurs et des directrices, et le type de conversation qui s'établit entre vous et elle, ou vous et lui. C'est fondamental cette phase-là. Ensuite, alors ce que j'aime pas dans le modèle, c'est ça. Bon, ça aussi j'aime bien parce qu'il y a du livrable. On attend de vous quelque chose, notamment une thèse, mais si vous êtes subventionné, un rapport de recherche ou un livrable qui peut être commercialisable ou autre. Mais ce que j'aime pas, c'est ça. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se passe ici quelque chose qu'on ne peut pas comprendre.
Hein, c'est le mystère de la création, c'est le mystère de la conception. Moi, je crois que c'est rationalisable dans une certaine mesure. En tout cas, c'est une injonction que je donnerai à tous les chercheurs et les chercheureux, c'est d'essayer de le rationaliser. Abraham Moltz, que j'aime beaucoup, disait que c'est un péché pour un chercheur de ne pas essayer de rationaliser quelque chose. On peut être dans le qualitatif le plus extrême, mais il y a quand même un souci de rationalisation, d'évaluation, de mesure qui doit toujours être présent. Ne serait-ce que pour des raisons d'éthique, parce qu'on s'adresse à un public qui est la communauté de la recherche à qui on s'adresse. Voilà. Donc, voilà la critique que je peux faire à ce modèle, même si j'en ai rédigé la préface. J'ai trouvé ce livre très utile pour notre communauté. Un autre, je peux vous laisser, pardon ? Il est plus disponible, celui-là. Il est plus disponible ? Non, je regarde sur Amazon, où aucun site ne le vend. Il faut écrire à Lisiane et elle va vous en envoyer un exemplaire. Celui-là, je ne peux pas vous le laisser, il est de la bibliothèque de nous. Mais je suis sûr que si Max écrit à Lisiane, il va vous en envoyer un exemplaire. Ensuite, dans les pays scandinaves, on s'est posé ces questions il y a une vingtaine d'années, quand il s'agit de créer le doctorat en design, notamment à Helsinki, à l'université d'Helsinki. Je crois que je l'évoque dans un des articles. Et il y a là un auteur qui a essayé de faire le tour de la question. C'est le débat sur la recherche dans les arts. Vous voyez, le titre est vraiment explicite. Alors c'est pratique parce que c'est un petit fascicule qui fait vraiment bien le tour de la question et qui est critiquable à divers égards, en tout cas de mon point de vue, mais qui a le mérite d'exister. Ça aussi, je peux vous le laisser si vous voulez consulter, le photocopier. Une autre petite brochure qui est publiée encore par la aide de Genève, Lisiane Michaud encore, dans laquelle il y a quelques monographies de projets de recherche et une belle introduction encore dans laquelle elle résume son bouquin, qui mérite aussi, je trouve, d'être consulté. J'ai retrouvé les comptes rendus d'une réunion qui s'est tenue en France sur le doctorat en art, il y a 5 ans, et qui a réuni plusieurs acteurs des écoles d'art, avec des comptes rendus dans lesquels on voit donc ceux-là c'est 2009 où on voit là quand même une place importante en termes de pouvoir, de conviction et d'argumentation du domaine des arts, genre beaux-arts, arts plastiques, par rapport aux autres disciplines artistiques qui étaient présentées, dans lequel il y a ce souci que j'appelle le terme vient de m'échapper, en tout cas un repli sur soi qui consiste à dire en art c'est tellement spécial que vous ne pourrez jamais nous comprendre, donc ne nous demandez pas d'expliciter ce que l'on fait, faites-nous confiance par contre et donnez-nous le tampon doctoral. Mais vous ne pourrez jamais nous comprendre en s'adressant aux physiciens, aux chimistes, aux biologistes, aux sociologues, parce que voilà, le domaine de l'art est difficile à comprendre. C'est vrai. Et nous avons. Donc, ce que je regrette dans ce repli, c'est que derrière cette attitude se trouve la chose suivante. Si vous voulez nous comprendre, c'est à vous de faire l'effort pour nous comprendre. Ça, je pense que c'est pas légitime. C'est à nous, et je l'ai dit souvent à la communauté de design, nous n'avons pas fait notre boulot. C'est à nous de construire le discours pour décrire ce que l'on fait, pour justifier ce que l'on fait. Le problème de la justification est fondamental, de façon à ce que nos collègues de la communauté scientifique internationale puissent comprendre d'une part ce que l'on fait et nous accueillir dans la communauté, puisque c'est ce que l'on souhaite. En disant il faut qu'un doctorat en art existe, ça veut dire accueillez-nous dans votre communauté, dans vos écoles doctorales, mais accueillez-nous parce que. Donc c'est une construction de discours que, voilà quelques éléments possibles, mais c'est à nous de le faire, et pas à eux de faire l'effort d'essayer de comprendre quelque chose qu'on a nous-mêmes du mal à comprendre. Le dernier modèle, mais là je préfère laisser la place à la discussion, aux questions. Le dernier modèle qui est dans l'article porte sur la question de comment on transforme une question artistique en question de recherche.
Parce que la plupart de vous arrivez dans les textes que vous présentez, vous arrivez avec des questions artistiques. Or, dans un doctorat, il faut travailler sur une question de recherche. Or, j'ai dit au début qu'il est entendu maintenant qu'une question artistique ne saurait faire l'objet d'un doctorat. C'est une question de la pratique artistique. Elles sont légitimes dans ce domaine-là. Mais comment on transforme une question artistique, comment on transforme une question de design en question de recherche? Et la clé de la recherche projet se trouve là-dedans aussi. C'est quoi la réponse? Non, mais je n'ai pas la réponse. C'est vrai que je prenne 15 minutes de plus. Je préfère laisser le temps pour des questions. Merci beaucoup pour l'intervention. Voilà, merci pour votre attention. J'ai apporté un dernier bouquin, c'est l'autobiographie artistique de Laszlo Moreno. Ça vous dit quelque chose, je suppose, sauf ma prononciation peut-être? Laszlo Moreno, donc un artiste que j'aime beaucoup, j'ai travaillé beaucoup sur sa biographie, et il a écrit une autobiographie artistique dans ce bouquin qui a été publié en 1944, traduit, non, écrit directement en anglais, dans lequel il dit que tout artiste travaille sur un problème, sur une question. Il est très Deweyien, parce qu'il a rencontré Dewey au moment où il a fondé le New Bauhaus à Chicago. Il est allé voir John Dewey, et John Dewey lui a dit: le projet que vous avez du New Bauhaus à Chicago, c'est-à-dire du transfert du Bauhaus allemand qui venait d'être fermé par Hitler à Chicago, votre projet, c'est l'incarnation même de ma philosophie pragmatique. Alors, Moroni Nagy est reparti avec la bénédiction de John Dewey. Et donc, pour lui, tout projet artistique est la tentative de répondre à un problème, à une question artistique. Et il écrit comment une question artistique se transforme dans le courant de la pratique artistique. Et je trouve que c'est une belle esquisse pour répondre à la question de qu'est-ce qui se passe ici dans la pratique artistique et dans le modèle précédent, qu'est-ce qui correspond au processus. Et je trouve ça assez inspirant et toujours d'actualité aujourd'hui. Donc je vous invite à lire ce petit texte, c'est pas très long, hein, c'est 30 pages. Pardon? Ça s'appelle Abstract of an Artist. C'est un appendice à un livre qui est la traduction de son livre qu'il a écrit au Bauhaus. C'est The New Vision. Et c'est un appendice d'une vingtaine de pages. The New Vision, c'est le cours qu'il donnait au Bauhaus en gros, qui a été traduit en anglais à partir de l'original allemand de 1927. Voilà. Et il dit encore une autre chose dans ce texte qui vraiment mérite d'être travaillé, hein, ce serait une bonne idée de le travailler en séminaire doctoral, que la soi-disant approche non politique à l'art ou de l'art est une fallacie, c'est-à-dire c'est un mensonge. Toute pratique artistique est politique pour lui. Donc c'est la dimension critique de la pratique artistique. On est dans la finalité ici. Est-ce qu'on peut se donner ça comme finalité de la pratique artistique, d'être une pratique critique comme ça existe en design depuis quelque temps, ou est-ce qu'il y a d'autres finalités dans la pratique artistique? C'est une question fondamentale qu'on va se poser quand on fait de la recherche, c'est évident.